Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez passé une excellente fin de semaine. Moi, j'ai passé une fin de semaine de rêve. J'ai soupé avec des gens intéressants. Ça a été un week-end absolument parfait. Donc, je suis pleinement d'attaque pour commencer ma semaine avec vous. Et on sait qu'on est en pleine période, évidemment, de campagne électorale. Alors, il y a plein de gens, plein de journalistes qui font leur travail et qui dégotent toutes sortes d'informations sur plein de candidats. Et donc, il y a des fois des choses qui nous font tiquer. Des choses où on se dit, est-ce que le comportement passé de tel ou tel candidat, donc on présume que ça reflète ses valeurs à lui ou à elle, est-ce que ça correspond à mes valeurs à moi? Alors on a chacun d'entre nous des valeurs, des choses qui sont parfois non négociables, des choses sur lesquelles on dit moi c'est tolérance zéro. Alors je serais intéressée à savoir, par exemple, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, quelqu'un qui aurait placer de l'argent ou aider des gens à placer de l'argent dans des paradis fiscaux, est-ce que pour vous c'est tolérance zéro? Est-ce que pour vous c'est non négociable? Est-ce que c'est une condition sine qua non de dire moi jamais je voterai pour quelqu'un qui est en faveur ou qui est complaisant avec les paradis fiscaux? Une longue introduction pour vous dire que on va parler de ce sujet-là avec quelqu'un qui connaît très bien le dossier des paradis fiscaux. C'est évidemment Alain Deneau, qui est professeur de philosophie à l'Université de Moncton, auteur du livre Paradis fiscaux, la filière canadienne aux éditions Éco-Société. Monsieur Deneau, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit un excellent texte dans Le Devoir où vous posez un certain nombre de questions à propos de Mark Carney, donc qui est premier ministre en ce moment, qui aimerait bien le rester pendant un bon petit moment. Il a eu recouru aux largesses des paradis fiscaux dans la constitution du fonds d'investissement lorsqu'il était à la tête de la firme Brookfield Asset Management. Ça, c'est des informations de Radio-Canada. Qu'est-ce que ça devrait nous inspirer comme réflexion une fois qu'on sait ça sur Mark Carney? Ça devrait nous amener à comprendre qu'il y a un lien à faire entre la légalité de certains recours aux paradis fiscaux. Beaucoup de recours aux paradis fiscaux sont en droit légaux. Et le fait que la loi n'est pas écrite par les dieux, mais elle est écrite par ceux-là même qui utilisent les paradis fiscaux en partie. Puis, je dirais plus largement, les représentants d'une classe de gens privilégiés qui peuvent, eux, directement ou indirectement, s'ils administrent, par exemple, une grande entreprise, décider de délocaliser à l'extérieur du pays où leur activité a vraiment lieu, leurs avoirs, leurs profits. Donc, il y a comme un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si on fait partie d'un système, que ce système-là vote des lois, que les lois permettent les paradis fiscaux, puis que ça, on fait ça avec la main droite, puis avec la main gauche, on bénéficie de paradis fiscaux. La question est plus, est-ce que c'est légal? Ça l'est, mais est-ce que c'est moral? Non, mais est-ce que c'est légalisé? La question de la morale, moi, je la mets complètement de côté. Quand quelqu'un fait de l'excès de vitesse puis roule à 180 sur l'autoroute, on lui dit pas « c'est dommage que ce soit légal, mais c'est pas moral, tu devrais conduire moins vite, c'est illégal, et puis il a une contravention. » Là, le problème, c'est qu'on a légalisé ce qui ne devrait pas l'être parce qu'on a le pouvoir de légaliser des méfaits que notre classe, notre caste commet, elle, et on la représente. Et c'est comme si on permettait aux voitures de luxe de rouler à la vitesse qu'elles veulent,
sur les autoroutes, mais D'accord. pas les petites minounes. Non, mais j'adore. Puis vos images sont excellentes, Monsieur Deneau. C'est comme si on disait, il y a 2 règlements sur les routes. Si vous êtes de la classe moyenne et en dessous, vous pouvez pas rouler à plus de 100 km/h. Mais si vous roulez en Mercedes ou j'allais dire en Tesla, là vous pouvez dépasser. En fait, c'est une sorte de non-imputabilité pour une caste ou le 1% finalement. 3 grandes catégories, si on veut aller vite. Hein. Il y a les multinationales qui ont des relations d'affaires avec des interlocuteurs à l'étranger et qui peuvent facilement transférer des fonds dans une filiale aux Bermudes pour éviter de payer leur dû, alors que leur activité a lieu ici. Ils ont accès au personnel ici qui est formé par l'État. Mm-hmm. Ils ont accès aux routes. Ils ont accès à des subventions pour la création d'emplois. Ils ont accès à un système de justice, un système de police, un état de droit qui sécurise les investissements. Mais quand vient le temps de payer sa part, son dû, là, les fonds sont déclarés aux Bermudes, puis on fait comme si on n'avait pas fait d'argent dans le pays en question. Il y a de l'autre côté, à l'autre côté du spectre, les prolétaires, puis la classe moyenne, qui, elle, paye le gros du budget de l'État, finance considérablement le budget de l'État. Et entre les deux, il y aurait les particuliers nantis qui, de temps en temps, se font pincer, mais comme ils sont très puissants, ils négocient. Ils négocient leur peine. Si vous êtes le petit fraudeur, là, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pour négocier avec l'Agence de revenus du Canada. On vous charge, puis vous payez plein pot. Si vous êtes très puissant, vous avez fraudé l'équivalent de montants là, colossaux, à ce moment-là, vous pouvez négocier. C'est ce qui est arrivé avec la firme KPMG il y a quelques années quand des fraudeurs, je peux le dire, parce que c'était administré comme preuve, s'étaient retrouvés à l'île de Man. Ah oui. Incroyable. Mais revenons à votre texte, votre excellent texte dans Le Devoir, parce que vous parlez spécifiquement de Mark Carney, et c'est un texte qu'on doit lire et on doit se poser des questions, parce que la question que vous posez, que je trouve extrêmement importante, c'est ce qui est inquiétant, c'est que quelqu'un qui a donc facilité des échappatoires fiscales ou fiscaux, aujourd'hui veut continuer à diriger le pays. Donc, est-ce que une fois qu'il serait élu premier ministre du Canada, on peut présumer qu'il fera strictement rien pour empêcher l'échappement fiscal, l'évitement fiscal? C'est bien évident. C'est ce qu'on voit depuis le début du moment où la question a été posée. Je nous invite surtout dans ce texte-là à avoir un minimum de mémoire. Ça commence par les journalistes. J'apprécie que nous puissions nous parler aujourd'hui. Ça commence par les commentateurs. Ça commence par les citoyennes, les citoyens. Les chefs d'État qui apparaissent avec un dossier offshore, c'est-à-dire avec des intérêts personnels dans les paradis fiscaux ou une implication personnelle dans les paradis fiscaux, apparaissent un peu comme les méchants dans un jeu vidéo. Là, il y en a toujours un qui sort de la porte. Là. Ça a commencé, je veux dire, avec Paul Martin, dans les pas duquel Mark Carney marche. Canadian Ensuite, on a eu William Morneau. Le Parti libéral fédéral a eu le soutien explicite lors d'une campagne de financement de Stephen Bronfman, qui lui-même a des antécédents dans les paradis fiscaux. Et là, on a Mark Carney. Chez les conservateurs, on a toujours été très proche du milieu pétrolier, qui est ultra subventionné, en plus de mener des opérations dans les paradis fiscaux, comme on le fait d'une manière systémique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que recourir aux paradis fiscaux pour un banquier, pour un chef d'entreprise, c'est tout à fait convenu. On l'enseigne au HEC. Le problème, c'est qu'on a rendu légal des opérations qui vont à l'encontre de l'esprit de la loi. Oui, il n'est pas normal que dans un état de droit, on dise aux plus puissants, comme vous êtes puissants, on va vous laisser profiter de notre système social. On sait bien ce qui arrive. L'État finance énormément les entreprises indirectement et directement, mais on vous demandera rien. Venez, installez-vous, profitez de tout, éventuellement polluer, éventuellement fermer, puis aller ailleurs où on vous donne plus. Puis on vous demandera rien. Et là, on est sur le point d'élire ou bien un ami des très grandes entreprises pétrolières en le chef conservateur et le parti conservateur, ou un ami des banques en un banquier chez les libéraux. Et il arrivera un jour, il faudra me dire, regardez, moi je pense pas qu'on règle la politique beaucoup par les élections. Les élections, c'est un moment de la politique, c'est pas le tout de la politique, mais puisqu'on est dans un rituel électoral, il faudra regarder de ce point de vue-là les propositions qui viennent d'ailleurs.
Oui, alors ça c'est intéressant. Oui, alors dans votre texte, vous nous attirez notre attention sur le fait que pour l'instant les deux seuls partis qui ont une politique claire et une tolérance zéro face aux paradis fiscaux, c'est le NPD et le Bloc québécois. D'ailleurs, je viens d'aller vérifier en effet sur le programme du Bloc québécois, il y a toute une section sur l'évitement fiscal. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier le NPD, donc je prends votre parole là-dessus. Je veux juste clarifier quelque chose pour tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que la raison pour laquelle on se scandalise de l'évitement fiscal, c'est que ça coûte cher des programmes sociaux. Puis au Québec, au Canada, on s'est doté d'un certain nombre de programmes sociaux qui coûtent cher. Et on est en train de dire, il y a certains citoyens qui bénéficient de ces programmes sociaux sans les payer. Parce que chaque dollar qui s'en va aux Bermudes ou à l'île du Mans, etc., c'est $1 qui est pas dans notre système de santé, dans notre système d'éducation, dans nos routes, dans tout ce qu'on a en commun. C'est pour ça que c'est scandaleux. Il y a deux raisons. Il y a déjà l'interlocutrice que vous aviez qui m'a précédé faisait Stéphanie, parler des paradis fiscaux, de l'évitement fiscal, et ensuite elle a parlé de la piètre qualité de notre système de santé. Il faut vraiment apprendre à faire des liens. Oui. Et ce que je regrette, la question des paradis fiscaux, c'est que trop souvent, on l'aborde d'abord en disant quand même, c'est légal. Ça, on l'entend tout le temps. Moi, je n'en peux plus. Philippe Couillard avait les deux mains sur un plan personnel à l'île Jersey. On dit, mais c'est légal. Bon, mais c'est le premier ministre. C'est quand même étonnant que ça soit légal. Je dirais, qui l'a rendu légal? Je dis pas que c'est lui personnellement, mais c'est toute une classe sociale qui se protège. C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'autre part, c'est une série d'enjeux qui ne concernent pas seulement la fiscalité, mais qui concernent aussi le sérieux de la démocratie puis de l'état de droit. Aux Bermudes, il y a, quand on crée une entité offshore, c'est-à-dire visant à permettre la délocalisation d'actifs, c'est-à-dire le transfert de profits là où ils sont pas imposés plutôt que de les déclarer là où on travaille puis on est actif. Dans cet état-là, on dit, vous pouvez créer une exempted company qui va vous permettre effectivement d'avoir un taux d'imposition de 0% sur vos actifs. On vous demandera même pas qui vous êtes ou vous les avez faits, comment ça se fait que vous avez cet argent-là. Vous faites juste le déclarer chez nous, vous payez 0% d'impôt. Cette société-là, vous pouvez la créer à la condition de n'avoir aucune activité chez nous. Vendez pas un poisson, rendez aucun service à quiconque, n'ayez aucune prestation. On veut pas vous voir sur notre territoire. Vous pouvez créer cette entité-là en vertu de notre droit. Mais on veut pas vous voir chez nous. Incroyable. Et quand vous serez au Québec ou au Canada, vous direz, non, moi, ça vous regarde plus parce que c'est enregistré dans ma société aux Bermudes et cette société-là, elle regarde plus le droit canadien. Donc, au fond, les paradis fiscaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'ingérence politique. C'est vrai. Ça, c'est très lois. Intéressant. C'est la première fois que j'entends ça. C'est très intéressant. C'est qu'ils votent des lois sur l'administration d'un capital qui n'a pas été généré chez eux, mais partout ailleurs, potentiellement, dans le monde, que chez eux. Donc, ils font systématiquement potentiellement de l'ingérence politique par rapport à tous les pays du monde où on pourrait décider de créer une structure depuis l'étranger chez eux. Ouais. C'est comme si, tout d'un coup, le gouvernement du Québec votait une loi pour dire à la Belgique comment elle allait considérer ces jeunes contrevenants. C'est aussi fou que ça. Ouais. Et donc, vous avez Mark Carney, qui est un chef d'État, qui a dans sa pratique, et c'est encore une fois c'est la même chose que les conservateurs. Je vais vous corriger 2 secondes. Je suis désolée de faire ça parce que c'est vous le professeur et moi théoriquement une étudiante. Mais il est pas chef d'État, il est chef de gouvernement parce que le chef d'État au Canada c'est le roi Charles. Le roi Charles. Oui, tout à fait. Vous avez désolé, raison, monsieur le professeur. J'ai appris ça d'autant plus que, habituellement, quand je parle de la République française, il faut faire cette démarcation-là entre le premier ministre. Vous avez un chef de gouvernement, tout à fait, mais qui a pratiquement la stature d'un chef d'État, parce qu'on s'entend que chez nous, le chef d'État n'a qu'un rôle protocolaire, contrairement à la République française, où le chef d'État prend vraiment des décisions d'envergure là, et fait partie de l'exécutif. Vous avez donc le numéro 1 en termes de décision politique, de souveraineté, qui demande aux électrices et aux électeurs de lui faire confiance pour gérer les destinées de l'État, en même temps qu'il est, en quelque sorte, il fait partie des architectes de tours de passe-passe qui permettent à des États de bafouer l'État de droit. C'est vrai que c'est une grande contradiction. Il y a un moment où il faudra avoir juste un peu de mémoire par rapport à ces situations-là. Cesser de dire que c'est légal, comme si la loi était votée par les dieux, et cesser de faire
comme si cet enjeu des paradis fiscaux était en quelque sorte fermé sur lui-même, en silo, dans une sorte de parallèle, et qu'on pouvait en parler strictement quand il y a un nouveau scandale, mais qu'il ne fallait pas en parler tous les jours. Ouais. On peut plus supporter qu'un ministre, quel qu'il soit, vienne nous dire « je n'ai plus d'argent pour ceci ou pour cela ouais. ». S'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'on ne va pas le chercher là où il est. Et il faudrait cesser d'oublier, ou faire semblant d'oublier que dans un budget, il y a 2 colonnes. Ça, la ménagère le sait. Tout le monde sait l'argent ça. Qui rentre, l'argent qui sort. Il y a les actifs, puis il y a les passifs. Ouais. Il y a ce qui rentre, puis il y a ce qui sort. C'est ça. Eh bien, si on pense juste à ce qui sort, puis on pense jamais à ce qui rentre, on n'est pas honnête intellectuellement. Absolument. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait comme si l'enjeu de ce qui rentre ne comptait pas, et tout ce qui comptait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va couper à qui, toujours en s'adressant à la classe moyenne et aux plus pauvres, qui sont pourtant les seuls à contribuer sérieusement au budget de l'État. Vous avez tout à fait raison, puis je pense que ça va être ça le titre de votre segment. Il n'y a que la classe moyenne et les plus pauvres qui contribuent aux finances de l'État. Et j'inclurais les PME qui peuvent être vues du point de vue des entreprises comme la classe moyenne des entreprises. Oui, c'est vrai, c'est un bon parallèle. Alors, il y a un de nos auditeurs de Laval qui nous écrit en disant « il n'y a rien qui va se faire ». Ben, s'il y a plus de gens qui se mobilisent, il va se passer quelque chose. Je termine, parce que vraiment, c'est tout le temps qu'on a. Dans votre texte, vous utilisez une image en disant Mark Carney, il fera rien devant les paradis fiscaux. Il dit demandez ça à Mark Carney, c'est comme demander à un tigre de devenir végétarien. J'adore l'image, bravo. Merci beaucoup Alain Deneau. Je rappelle que vous êtes prof de philo à l'Université de Moncton et surtout auteur du livre Paradis fiscaux, la filière canadienne. Merci pour vos lumières. Merci, c'est toujours un plaisir.